Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de vous être bien sûr Africable, le débat du dimanche. Et vous avez bien fait. Trois invités, mais en fait quatre. On attend Alexis Calambri. Il a une panne de moteur, m'a-t-on dit tout de suite. Donc les trois invités sont là. Je vais commencer par les présenter. Noum Traoré. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Makankone, ça fait un bout de temps. Des jours. Picasso, Ségou, on n'a pas pu vous avoir et c'est un bonheur de vous avoir. Merci. Kumba Ba, bonsoir également. Bonsoir, Serge. Bonsoir. Alors deux thèmes. Nous allons parler de la Guinée, notamment la Guinée où il y a eu, comme vous le savez, des élections. Il y a eu des élections, l'élection présidentielle ce dimanche à Conakry et à l'intérieur du pays. Vous voyez une file devant des bureaux de vote, des opérations de vote qui ont eu lieu donc aujourd'hui en Guinée. 12 candidats, le président en sortant, Alpha Condé, et 11 autres candidats. Donc, je vous propose d'écouter la réaction du président Alpha Condé, de son challenger Cellou Dalein Diallo, et d'un troisième, Ousmane Kaba, après leur vote, après les opérations de vote. Mon souhait est que l'élection soit libre, démocratique et transparente, et que tout se passe dans la paix et la tranquillité. Nous allons faire en sorte de sécuriser tous les bureaux de vote. La Guinée ne peut pas se développer s'il n'y a pas la paix, la sécurité et l'unité. Donc nous appelons tous les candidats à éviter toute acte de violence. Nous souhaitons que le peuple de Guinée puisse s'exprimer librement son choix, sans aucune interférence. Et que les observateurs jouent leur rôle, qu'ils puissent être dans tous les bureaux de vote, afin de contrôler que le vote s'est très bien passé. J'espère que les acteurs de la CEDEAO et de l'Union africaine pourront se déployer sur le territoire afin de s'assurer par eux-mêmes que le vote a été transparent, démocratique et libre. Je souhaite bonne chance à la Guinée. Comme vous l'avez constaté, je me suis acquitté de ce devoir civique en votant avec beaucoup de confiance par rapport à l'issue de ce scrutin. Parce que, comme vous le savez, je rentre d'une brillante campagne, excusez-moi le modestie, compte tenu de l'accueil chaleureux dont ma délégation a bénéficié à l'intérieur et surtout le comble, l'accueil que vous avez vécu avec moi, pour la plupart d'entre vous, lorsque je suis rentré à Conakry. Vraiment, la population a réitéré, ou plutôt exprimé, si vous voulez, sa confiance et sa détermination à provoquer l'alternance en ma faveur. Tous les Guinéens puissent voter aussi librement que moi je l'ai fait dans le bureau numéro 1 de mon village à Karfamouria à Kankan. Malheureusement, ce n'est pas le cas, puisque nous avons déjà enregistré des incidents, des anomalies. Nous souhaitons vraiment que ces élections soient apaisées, que les préfets, les sous-préfets ne se mêlent pas d'élections, conformément à la loi guinéenne où ils doivent observer la plus stricte des neutralités. Il est important que le peuple de Guinée défende son vote. Nous allons faire de notre mieux de défendre les votes du peuple de Guinée. Voilà, trois candidats qui s'exprimaient. Voilà. Un premier tour de table, nous, Traoré, sur ces élections. La Guinée, c'est un grand pays africain. C'est un pionnier en matière de la lutte d'indépendance. Et c'est un pays qui a beaucoup souffert parce que les dirigeants qui sont passés, ça a toujours été accompagné de crises communautaires, crises de gouvernance, des coups d'État manqués et pas beaucoup d'alternance. Je crois qu'ils ont connu, c'est la 13e élection présidentielle en Guinée. Donc mon souhait, c'est que les challengers prennent en compte le vote des Guinéens et qu'on respecte absolument cet état de fait pour que la Guinée puisse aller de l'avant, comme tous les autres pays africains. Ce qui est compliqué, c'est que ça se fait sur le fond d'un troisième mandat, qui est déjà une sorte de violation de la volonté populaire, parce que ce n'était pas tout à fait prévu. Et j'espère que Alpha Condé, si jamais il se trouve que c'est son challenger à gagner, qu'il respecte la vérité des urnes, quoi. Makankone, premier Oui, tour de table sur la Guinée. je crois que c'est la première d'une série d'élections
je ne dirais pas dangereuses, mais en tout cas, sur lesquelles, à propos desquelles, en tout cas, nous, chacun s'attend, comme dit la nuit des longs couteaux. Et qu'en tout cas, on est tous vigilants par rapport à ces élections qui doivent se dérouler dans, je crois, 5 pays de l'Afrique de l'Ouest. Compte tenu de beaucoup de choses, parce que toutes les crises que nous vivons ici et à travers le continent, on sait que c'est à l'issue d'élections qu'elles surviennent et les résultats sont connus. C'est la déstabilisation du pays et de la région dans laquelle se trouvent ces pays. Les problèmes fondamentaux de l'Afrique surtout, c'est les élections mal organisées, les résultats contestés ça et là. On espère, comme l'a dit mon voisin, que en tout cas le vainqueur va reconnaître, le vaincu va reconnaître le vainqueur et le vainqueur aussi ne va pas faire trop les chiens quoi, pour calmer le jeu, tranquilliser. Donc pour l'instant, on n'est qu'à la phase élection. Maintenant, ce qui m'a aussi tiqué, c'est que le président Conté qui parle de... On va faire en sorte de sécuriser. Ça, c'est pas aujourd'hui, jour du vote, que vous allez faire en sorte de sécuriser. C'est une disposition qui devait être déjà prise, moi, à mon avis. Quand il espère aussi que la CEDEAO pourra se déployer sur toute la Guinée. Ça aussi, c'est des choses qu'il doit déjà savoir. C'est des décisions qui doivent être prises. En l'écoutant, ça inquiète un peu. Et puis, on croit entendre quelqu'un qui est prêt à en découdre au cas où. Parce que quand vous parlez de CEDEAO, Union africaine et tout, je crois que c'est ça un peu le problème. Maintenant, soyons vigilants, prions pour que ça se passe très bien. Koumbaba, vous êtes notamment chroniqueuse sur Radio Liberté. Tout à fait. Ce premier tour de table sur la Guinée. Bon. Ce que moi je peux dire, c'est que déjà c'est une situation assez désolante et l'image n'est pas bonne. Et parce que pour moi, c'est vraiment même un peu satirique que le président sortant puisse revendiquer une élection apaisée, une démocratie solidifiée, renforcée, alors on sait très bien qu'il a changé la Constitution, il a tout fait pour se maintenir un octogénaire dans un pays où la majorité a moins de 30 ans. Donc c'est vraiment une situation assez désolante, mais quand même aussi, quand j'ai écouté les deux challengers favoris, en l'occurrence M. Diallo, je vois que lui, il y croit. Il pense qu'il a ses chances. Donc, quelque part, ça me dit peut-être le scrutin a été assez libre, assez transparent. Quand même, nous prions pour une situation post-électorale assez pacifique. Et vraiment, comme mes deux collègues viennent de le dire, que le vote du scrutin, s'il a été fait dans les conditions dignes démocratiquement, parce qu'il y a le troisième, M. Kaba, qui a dit qu'il faudrait que les administrateurs, les préfets ne se mêlent vraiment pas des voix exprimées par le peuple souverain. Donc j'espère que cela serait vraiment maintenu, mais la Guinée me préoccupe, ça me préoccupe. Docteur Ousmane Kaba, qui est l'un des candidats tout à l'heure que nous avons vu, que nous avons entendu et vu, il manifestait déjà des signes d'inquiétude en disant oui, nos militants n'ont pas pu voter, il y a eu des incidents. Ça augure quoi pour vous? Le climat n'est pas du tout rassurant. C'est-à-dire, il y a quelques semaines, on a assisté à des manifestations. Je crois qu'il y a eu aussi des morts en Guinée. Et ce qui est aussi déplorable, c'est qu'il n'y a aucun candidat nouveau qui arrive à émerger. Donc, on a des gens, les mêmes qui sont là depuis un certain temps. Non, la Guinée, c'est, comme l'a dit Koumba tout à l'heure, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Je crois que le plus difficile commence, c'est que les votes puissent se faire dans toutes les localités sans incidence. Et puis qu'on arrive à dépouiller les résultats sans qu'il y ait des triches, quoi. C'est une constante sur notre continent et c'est malheureux qu'on en arrive encore là. J'espère que ce ne sera pas le cas en Guinée. Maka Kone, je rappelle que vous êtes le directeur de publication de la Nouvelle Libération. Le processus a été quand même un peu laborieux. L'organisation des élections, à un moment, l'opposition avait dit « je boycotte, je n'y vais pas ». Il est parti divisé d'ailleurs. Alors c'est Louda Diallo qui est le principal opposant, au dernier moment poussé probablement par ses partisans, s'est présenté aux élections, alors que l'ancien Premier ministre Idia Touré et d'autres ont dit « nous ne participons pas à ces élections ». Parce qu'elles ne seront pas démocratiques. Le contexte un peu de ces élections. Oui, absolument. À l'origine, c'est le renouvellement même de la Constitution, en fait. À l'origine, c'est le fait que
comme l'a dit ma soeur tout à l'heure, c'est le fait qu'il se présente pour un troisième mandat. Il a beau dire que c'est une nouvelle constitution et que c'est un premier mandat, quand on tient compte de cette constitution, c'est un troisième mandat que les Guinéens, en tout cas, que l'opposition guinéenne a tout fait pour éviter. D'abord, ils ont tout fait pour que la constitution ne passe pas. Elle est passée comme on le sait. Lui-même, il y a 2 ou 3 jours, il a failli... en tout cas, il y a eu des bisbilles à Conakry et certains pays. Il y a même eu des assassinats de grands officiers. Donc, pour dire que le contexte est très, très fragile, c'est pas du tout rassurant. C'est pas rassurant. Bon, maintenant, s'il vient s'ajouter des résultats que les gens vont croire tronqués, que les gens ne vont pas accepter, c'est encore pire. Aujourd'hui, le contexte est très très mauvais, très fragile. La situation est très fragile parce que d'abord, ils ont presque forcé une nouvelle constitution. Il a forcé la main aux gens pour passer la constitution et lui-même pour un troisième mandat. Et puis vu son âge, moi j'ai vu des images sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, son âge et tout, et puis bon, la Guinée, moi je crois qu'il n'a même pas besoin d'un troisième mandat, quoi qu'on dise, il a fait des choses en Guinée. Il serait bien de, quelqu'un dit ici que la classe politique ne se rajeunit pas, c'est pas qu'en Guinée, même c'est un peu partout, et c'est ça aussi, aujourd'hui, la nouvelle génération qui ne veut plus accepter que ces questions du troisième mandat, de nouvelle constitution, de constitution bâclée. Le contexte est très très dangereux, c'est pourquoi il faut prier que ça se passe très bien, qu'il n'y ait pas trop de fraude, que les gens ne contestent pas trop les résultats. Koumbaba? Oui, bon, je pense que par rapport à la situation, comme moi je suis vraiment peinée parce que, comme il a dit, qu'un octogénaire qui a été pendant très longtemps dans l'opposition, qui a revendiqué vraiment la démocratie participative et qui se retrouve au pouvoir et pendant 10 ans n'est pas encore rassasié. Et j'ai vu le slogan de sa campagne qui était ensemble pour une prospérité partagée. J'ai dit, en 10 ans, si on n'a pas pu partager une prospérité, c'est pas, en connaissant aussi l'espérance de vie chez nous, c'est vrai que je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, comme on le dit, là, donc je crache sur le baobab, ou en tout cas, là, je lui souhaite pas le pire, mais bon, la mort n'est pas le pire, nous attendons tous cela, mais quand même à 82 ans, 81 ans, s'il va pour un deuxième mandat, ça veut dire qu'on n'est même pas rassuré, parce que nous savons tous, si jamais il devait passer pendant ce troisième mandat, est-ce qu'on a l'assurance que la transition va se faire pacifiquement? Moi, j'en veux beaucoup à nos organisations sous-régionales, en l'occurrence la CEDEAO, parce qu'on attend tout, on voit tous les signes, et c'est après que ça bouillonne et que ça vraiment éclabousse partout qu'on vient et on se positionne en sapeur-pompier. Vraiment, c'était le moment idéal pour que la CEDEAO dise niet. On ne peut pas, vous avez fait 10 ans, en 10 ans ce que vous n'avez pas pu faire, c'est pas en 2 ans et 2 ans et demi, parce que je sais qu'il ne va pas finir son mandat. Même s'il est en vie, il ne sera pas en bonne santé. Nous, Traoré, est-ce qu'il ne faut peut-être pas nuancer? Bon, là, je me trouve dans le rôle j'organise le débat, si j'étais à sa place, peut-être que j'aurais dit pire, mais donc, est-ce qu'on ne peut pas nuancer en disant que Alpha Condé, c'est quand même quelqu'un qui a des partisans, hein? Il a beaucoup de partisans, il a vraiment beaucoup de partisans. Après, ce qui est compliqué de loin, c'est de savoir, parmi tous ces gens qu'il arrive à mobiliser, combien sont venus parce qu'on leur a donné des t-shirts, on leur a donné de l'argent, comme ça s'est pratiqué dans d'autres pays africains, dont le Mali. Est-ce que c'est pour cela ou est-ce qu'ils le suivent par conviction? La situation, elle n'est pas évidente. Ce qui est sûr, c'est que la Guinée et les Guinéens sont dans une situation de dénuement, de sous-développement très compliqué, avec pas beaucoup de perspectives pour la jeunesse. Donc je crois que malgré le fait qu'il y ait une certaine mobilisation de la part de Alpha Condé, on est parti du mauvais pied, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est-à-dire les troisièmes mandats qui sont assimilables quelque part à des coups d'État, plus l'appareil étatique qui est parfois détourné à des fins électoralistes par les partis au pouvoir. Donc c'est ça qui nous inquiète. C'est ça qui nous inquiète, plus l'attitude de Alpha Condé, qui n'est pas toujours fair-play, qui n'est pas toujours très mesuré vu son expérience et sa pratique du pouvoir. Donc il y a très peu de signes rassurants. L'opposition est là. Bon, il n'y a rien qui dit aussi que les Guinéens vont voter pour Cellou Dalein Diallo. On ne le sait pas. Donc c'est pour ça qu'on ne peut qu'appeler les Guinéens, et notamment ceux qui sont en charge de l'organisation des élections, à prendre leurs responsabilités en main et puis à regarder plutôt l'avenir de la Guinée. Quoi qu'il arrive, Alpha Condé fait plutôt partie du passé.
pour moi, il ne fait pas partie de l'avenir. Donc on doit regarder l'avenir en face et puis prendre ses responsabilités et faire en sorte que le vote dans une démocratie qui est sacrée soit respecté. Merci bien. On va rester en Guinée. C'est une page cette fois-ci noire. Ben Daouda Silla, c'est un journaliste très connu en Guinée, célèbre, le voilà. Il est décédé ce matin à l'hôpital Ignace Dine de Conakry. Il fut patron de la radio nationale, il était patron de l'agence guinéenne de presse, il fut également correspondant d'Africa numéro 1 à Conakry. Je l'ai connu là-bas il y a quasiment 25 ans. C'est un brillant, même il est brillantissime. Il ne rigolait pas avec la déontologie et puis on a voulu quand même lui rendre hommage ici à Africable parce qu'il nous suivait énormément, il nous donnait des conseils. Voilà, maintenant nous allons revenir cette fois-ci au Mali pour parler des premiers pas du gouvernement de la République de transition. Les premiers pas, là, nous assistons à une conseil de ministres, on a vu le président rentrer, le vice-président, le premier vice-président, le ministre des Affaires, le premier ministre, Mokhtar, et puis des membres du gouvernement, là on reconnaît le ministre des Affaires étrangères. Là c'est, voilà, madame la ministre de la Santé, le ministre de la formation professionnelle, hein, c'est bien cela. Voilà donc les membres du gouvernement. Alors j'aimerais vous demander, les premiers pas du gouvernement malien, vous pensez quoi, Koumaba? Bon, les premiers pas, c'est vrai qu'on venait dans une situation un peu d'impatience. Les premiers pas semblent être aussi du déjà vu, ce que personnellement, moi, je n'applaudis pas parce que je pense qu'on est à l'heure de l'innovation. On devait voir les choses un peu faites autrement, mais on voit toujours c'est le même folklore. On salue ici, on salue là-bas. J'attends avec impatience la déclaration aussi de biens parce que si je ne me trompe pas, c'était 48 heures qui était dit dans la charte officielle qu'on a publiée dans le journal officiel. Donc, j'attends toujours cette déclaration de bien parce qu'on voulait vraiment que cette transition pousse les jalons de ce Mali nouveau que nous espérons tant. Donc, ça, vraiment, c'est des situations un peu que je déplore et j'espère qu'on va vite corriger et remédier à cela. Alors, il y a eu, entre-temps, Maca, avant de vous passer la parole, les décrets d'attribution spécifiques des membres du gouvernement. Vous avez un département, on connaît les sous-directions, quelles sont l'étendue de vos pouvoirs, etc. C'est quand même, ça a été très rapide cette fois-ci, non? Les premiers pas pour vous, c'est quoi? Moi, d'abord, c'est l'impression que j'ai, peut-être beaucoup de Maliens comme moi, que les militaires sont dans le gouvernement. C'est que c'est leur gouvernement. Que c'est vraiment pas un gouvernement auquel on s'attendait. C'est-à-dire que civil ou civilo-militaire, c'est à la limite un gouvernement, en tout cas, dans lequel les militaires sont, à mon avis, très présents. Et je crois que c'est pas pour ça que les gens ils ont manifesté, c'était pas l'espoir que tout ça donnait aux gens. C'est le premier point. Mais maintenant, le truc, c'est que c'est bien déjà qu'on organise, qu'on recadre, qu'on dise, bon, un tel département, vous avez ici, vous avez ça. Que les attributions soient claires et nettes, parce qu'on a vu souvent ici des ministres marcher sur les pieds, certains, on ne sait pas qui fait quoi. Et ça, dans un pays normal, ça ne doit pas se faire. Donc ça, déjà, je crois que c'est une bonne chose. Maintenant, comme elle a dit, au-delà même de la déclaration de biens, moi, je me dis, il faut aussi qu'on comprenne, qu'on sache si c'est les avantages réels du président, c'est-à-dire ce que gagne réellement le président, le vice-président, les membres du gouvernement. En termes de comment dire, de clair... Davantage de transparence. De transparence. Parce que s'ils gagnent exactement ce que Ibeka et ses ministres gagnaient, si ceux-ci gagnent la même chose, franchement, je crois que ce ne serait pas une bonne image vis-à-vis de la société. Non. Bon, on va essayer, dans la mesure du possible, d'être indulgent. Parce que je pense que ce n'est pas facile. On n'a que des priorités. Sinon, au-delà de ça, pour l'instant, on ne voit pas vraiment de changement au regard du challenge qu'on a en face. Comme l'a dit Koumba tout à l'heure, c'est le classique, c'est le même folklore des prises de visites de terrain, prises de connaissances avec les... Bon, c'est très bien, c'est très sympa, mais franchement, à un moment donné, je pense qu'il faut qu'on arrête de perdre du temps dans ce genre d'exercice. On peut le faire, mais on n'a pas besoin de faire venir les caméras.
c'est pas un trophée. C'est pas un trophée d'aller voir les gens avec qui on travaille, c'est ce qu'on fait tous les jours. Quand on va travailler, on va voir ses collègues. Quand on est embauché quelque part, on arrive, on ne vient pas avec son appareil photo, on prend des photos, on communique sur les réseaux, prise de connaissance avec ma collègue, on vient travailler. Donc le fait que le ministre aille voir ses directions, il est en train de travailler, on n'a pas besoin des caméras. Et on a plutôt besoin qu'ils nous disent exactement ce qu'ils vont faire, la direction, la vision, qu'est-ce qui change dans la manière de faire, comme ça a été souligné par Makan et Kumba. La transparence et l'exemplarité. Parce que si on a dit, on déclare les biens, il faut qu'on le fasse et qu'on le fasse savoir. Parce que si on ne déclare pas les biens et qu'on ne le fait pas savoir, comment on peut s'assurer à la fin de la transition qu'on ne s'est pas enrichi sur le dos de l'État? Donc déclaration des biens, il faut le faire. J'avais pas lu, honnêtement, j'avais pas lu cette loi. C'est la charte. Dans la charte. Ça, il y avait 26 articles. Oui, c'est l'article 10. 10, Oui, d'accord. c'est dans les 10 premiers. Hein. Et c'est quoi c'était dit en 48 heures. Tous les membres Donc déjà, on peut dire un carton jaune ou rouge au gouvernement. Rouge. Hein. Le premier carton rouge. Rouge. Les carton jaune. Carton jaune. Certains vont dire ils l'ont fait, mais ils n'ont pas rendu. C'est faire et rendre public, comme il l'a dit. Comme l'a dit voilà. Faire et rendre public, dire qu'on l'a fait. D'accord. Ça, c'est très important. Donc, si, Monsieur le Premier ministre, vous nous écoutez, vous nous regardez, si, Monsieur le Président de la République, vous nous regardez, Monsieur le Vice-président, vous devez faire vos déclarations de biens. Si c'est fait, il faut que le public soit au courant. Peut-être que c'est fait aussi. Il faut absolument qu'on soit au courant. La transparence et l'exemplarité. Parce que ce qu'on attendait, c'était un gouvernement de mission. C'était un gouvernement de mission. C'était pas un gouvernement d'union nationale, un gouvernement de... Je ne sais pas comment on peut appeler ça. C'est un peu ce qu'on voit. Quand on regarde comment on a réparti les portefeuilles. Mais maintenant, on ne va pas être trop dur à l'avance. Mais on estime que si tout le monde est conscient des enjeux, même si c'est une sorte de gouvernement d'union nationale, peut-être qu'on peut s'attendre à ce qu'on se mette d'accord sur la stratégie, sur la manière de faire, sur la vision. Donc c'est ça qu'on attend. On attend ça, on n'attend pas le folklore qu'on nous a servi depuis 30 ans. Alors on va rester un peu dans le marigot politique local pour parler du M5. Hier, un membre important du M5, Kao Jim, qui est le patron le coordinateur des mouvements et associations de soutien à l'imam Dicko, conférence de presse, il dit deux choses importantes. Il dit nous accompagnons les autorités de la transition. Le M5 pour nous c'est derrière, il le dit clairement, donc c'est vraiment la fin officielle. CEMAS M5. Non, je crois, et puis Kaoudjim ne s'en est jamais caché depuis un certain temps, depuis, je crois, le M7, quelques jours après le coup d'État, depuis la chute d'Ibeka, il a dit clairement que, voilà, depuis les concertations, merci, donc clairement le M5 est mort de sa belle mort. Lui, il va de l'idée que ce qui les liait, c'était le départ du président et de son régime. Donc dès que celui-là est parti, ils n'ont plus de raison d'exister. Je crois que son explication tient sur ce point-là. Mais il y a certains du M5 qui pensent que le M5 c'est un état d'esprit. Ça aussi, ceux-ci également, on ne peut pas les dire qu'ils ont tout à fait tort. Mais maintenant, comme Kaoudjim, il défend, il développe pour dire qu'ils ont un membre, ils ont au moins un membre dans le gouvernement. Et que ce gouvernement, ils ne peuvent pas pour eux, c'est... Or, plus le M5 continue à critiquer, à reprocher des choses au gouvernement, comme il dit, ils ne peuvent pas être dans le gouvernement et critiquer ce même gouvernement. Donc je crois que c'est, en tout cas, entre la CEMAS de Kaoudjim et le M5, moi je crois que c'est fini, c'est totalement fini. Alors j'ai envie de vous poser la même question, évidemment, mais je vais repréciser les choses. Ce qui réunit, on peut quand même dire qu'entre le M5 aujourd'hui, donc le mouvement qui a participé à la chute du président Ibeka, et Kaoudjim, c'est-à-dire la CEMAS, le mouvement qui soutient Mahmoud Dicko, il y a entre les deux Mahmoud Dicko. C'est-à-dire que les deux se réclament quand même de Mahmoud Dicko. Si je veux être un peu perfide, je peux dire que il y a entre les deux Mahmoud Dicko a affaire à ses héritiers
présomptif et présomptueux aujourd'hui. Alors, Mahmoud Dicko, à votre avis, il est où dans tout cela? Il soutient qui? Ou si on lui pose la question, il est au village, je crois qu'il rentre demain, il fait une retraite spirituelle. Est-ce que c'est, à votre avis, l'homme qui va dire non, moi je suis du côté de ce qui reste du M5, ou il va dire non, je suis du côté de Kaoudim? Qu'est-ce qu'il va dire? Faisons un peu de politique fiction. Bon, sérieusement, je veux bien m'exprimer sur la situation du M5 parce que tu me le demandes, mais je pense que c'est vraiment, tout a été dit. C'est comme si on était dans une position nostalgique, on veut vraiment s'agripper à quelque chose à laquelle on ne devait plus s'agripper parce que comme Makal a dit, ça a été clair, c'était un objectif précis et dans un temps bien déterminé, mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques. Et l'objectif principal était toujours la chute du régime qui est parti. Donc le régime n'étant plus, je pense que ceux qui veulent continuer ensemble une nouvelle lutte peuvent se redonner un nom. Hein? Donc une veille de transition, mouvement de veille, tout ce qu'ils veulent. Mais si quelqu'un ne veut pas être avec toi, ce n'est pas obligé, forcé que de t'agripper et de vouloir que cette personne revienne. Et vraiment, Mahmoud dit qu'on n'est pas là, mais je pense avoir vu une image aujourd'hui où Soumaïla Cissé était allé le saluer, donc je suppose qu'il est revenu de Yorosso. Quand même, moi je pense qu'il n'y a jamais eu d'ambiguïté par rapport à l'appartenance de Mahmoud Dicko. Parce que la coordination du mouvement et de soutien sympathique de Mahmoud Dicko a toujours été sous Mahmoud Dicko. Et il revendique les idéaux de Mahmoud Dicko. Et je sais aussi que Mahmoud Dicko, c'était un imam, c'est une figure assez spirituelle, c'est un Africain, c'est un Malien, c'est un Peul. Donc il va répondre aussi à un certain code d'honneur. Donc toute personne qui vous suit, qui vous sont redevables, par honneur, par humilité, par respect, vous allez leur être redevable. Pour moi, il n'y a pas match. Mahmoud Dicko est avec Kaoudim, jusqu'à preuve du contraire. Donc, ceux qui veulent vraiment être nostalgiques et avoir, c'est pas de la pitié, c'est clair et net. Cependant, je veux vraiment dire quelque chose par rapport au gouvernement, si tu me le permets, c'est que ce gouvernement aussi, il faudrait qu'il sache que les femmes le surveillent, les femmes l'ont à l'œil, parce qu'on a vu les nominations qui commencent à tomber. On a eu quand même 12 nominations, sinon 13. On a même vu que maintenant le poste de secrétaire particulière est même aussi annoncé. Et sur tous les postes, il n'y avait qu'une seule petite position qui avait été donnée à une femme et c'était encore les postes traditionnels de secrétariat. Donc on n'en veut pas. On veut que la loi à 0,52 soit vraiment strictement appliquée partout, en l'occurrence les 30%. Même si je salue quand même la nomination de Madame le médiateur de la République. Donc ça, c'est super bien, mais quand même vraiment que le gouvernement là ne continue pas à violer ses propres lois. Non, cher Rabi. Sur le M5, je Oui. crois qu'il y a un malentendu très important. C'est-à-dire penser que le M5, si on a vraiment écouté tout ce qu'ils ont dit pendant ces quelques mois, ces quelques semaines de manifestation, penser que c'était qu'une histoire de régime IBK, à mon avis, c'est vraiment ne pas du tout comprendre la profondeur du mouvement. Ce qui nous fait souffrir qui nous a fait souffrir pendant toutes ces années, c'est la mauvaise gouvernance. Je crois que le M5 a même parlé de non-gouvernance. Donc la question, ce n'était pas IBK, parce que la mauvaise gouvernance n'a pas commencé sous IBK. Ça s'est peut-être empiré, mais ça n'a pas commencé sous IBK. Et quand IBK est parti, la mauvaise gouvernance ne s'est pas arrêtée. On a vu comment ça a manqué de transparence, le processus de mise en place des organes de transition. Jusque-là, on ne sait même pas c'est quoi la clé de répartition du CNT, du Conseil national de transition. Donc il y a quand même encore beaucoup de questions de fond que nous devons traiter. Et du coup, si le M5 a participé à la chute de IBK, ce serait irresponsable de sa part de dire on plie bagage, on se cache parce qu'on a fini, parce qu'IBK est tombé. S'ils font ça, ça veut dire que c'était une question personnelle. Et je crois que ce n'est pas responsable de faire sortir autant de personnes. On a eu 23 victimes, donc on ne peut pas faire ça pour une question de personne. C'est une question de pays, de gouvernance. Donc le travail ne fait que commencer. Donc Kaoudim ou la CEMAS peut dire on ne fait plus partie du M5, mais je crois qu'ils ne peuvent pas décréter par respect pour tous les gens toutes les organisations qui sont dans le M5, ils ne peuvent pas décréter dans un micro comme ça que le M5 était mort. Ce n'est pas responsable. Voilà. Je vais vous poser une dernière question sur ce plan-là avant d'attaquer un autre sujet, le sujet sécuritaire. Et de terminer par le retour annoncé. Je la question relative à l'imam. Oui, le retour annoncé de IBK. Est-ce que vous voyez, là vous pouvez prendre la parole sur l'imam si vous voulez, est-ce que vous voyez naître par exemple un mouvement de contestation contre l'actuel pouvoir? C'est possible, vous envisagez ça ou pas? Vous pensez que c'est possible?
Non, moi, Le M6, le M7, je ne sais pas, mais non, est-ce mais que ça va possible? moi, je crois que ça va être le M5 lui-même. C'est pas un autre mouvement qui va c'est le M5. Est-ce qu'il va s'appeler toujours M5? Il va continuer à s'appeler M5 parce qu'en fait, c'est plus le mouvement du 5 juin, peut-être le mouvement du 18 août, peut-être le jour du coup mais d'État. je crois non? que ce seraient les mêmes acteurs. Je crois. Oui. En tout cas, ce seraient les mêmes acteurs parce que c'est Kaoudim qui a décrété la mort du M5. Maintenant, mais comme j'ai dit, de l'autre côté, des gars du M5, certains du M5, excusez-moi, parce que non, c'est un état d'esprit, il ne peut pas mourir comme ça. Moi, je crois qu'il y aura bel et bien des contestations, surtout, de la façon dont on voit la transition se dérouler, il ne peut pas ne pas y avoir de contestations très bientôt, parce que... avec un imam, des politiques ou... Peut-être pas avec un imam, peut-être... surtout avec des politiques. Parce que c'est ça le problème, c'est l'intrusion, entre guillemets, de la religion dans tout ça, qui fait foirer les choses. Maintenant, pour revenir à l'imam du... Moi, je crois que l'imam dit qu'il ne va jamais trancher cette question entre Kaoudim et le M5. Vous ne l'entendrez jamais public, ça va beaucoup m'étonner. Comme je dis, en fait, dit quoi? Plus que l'imam, c'est un fin politique et il est au courant de tout ça. Mais il ne va pas parler parce que lui, il ne voit pas de raison de trancher entre Kaoudim et le M5. Non. On va passer à un autre sujet. Oui. Le sujet sécuritaire. C'est assez sérieux. Nous sommes dans la localité de Farabougou, nous sommes dans la région de Ségou, c'est avec Dogofri. Là, vous voyez le pont qui a été dynamité par des présumés djihadistes. C'est un pont très important qui a été dynamité hier, ce week-end donc, par les présumés djihadistes. Vous savez que dans cette localité est assiégée depuis le 6 octobre dernier par de présumés djihadistes. On ne peut pas sortir. Ceux qui ont tenté de sortir ont trouvé la mort. Il y a eu au moins 4 morts. Les populations appellent de partout. Il y a une association importante des ressortissants de Farabougou qui appellent, qui interviennent d'Allemagne, d'ici de Bamako, qui disent qu'est-ce qui nous arrive. C'est une situation assez grave. Koumba. D'abord, la situation, elle a été toujours grave depuis 2012. Et peut-être je vais aussi profiter pour vraiment m'incliner encore sur tous nos soldats et victimes civiles que nous avons perdus. Mais je me dis que l'état de siège aussi vaut mieux que ce qu'on avait vu avec les hécatombes et les greniers brûlés, les femmes éventrées. Donc l'état de siège sous-entend que les terroristes n'ont pas pu rentrer dans le village. Donc ça, quand même, je préfère cette situation qu'à ceux on voyait, les centaines de morts. Mais la situation sécuritaire, vraiment, elle est préoccupante. Et nous avions espoir qu'avec ce nouveau régime qui est constitué quand même de militaires aguerris, que la situation allait se renverser un peu. Mais ce qui se dessine n'est vraiment pas bon. Je ne suis pas militaire, je ne connais pas les tactiques sécuritaires, mais quand même, je voudrais qu'on privilège aussi les ouvertures de dialogue. Les ouvertures de dialogue plutôt que les armes. En l'occurrence, avec cet état de siège où les populations n'ont pas à manger ni à boire, et maintenant le pont qui les reliait au monde extérieur aussi a été sauté. Je sais qu'en 2012, c'est Mahmoud Diko qui avait aidé à ouvrir le cordon humanitaire pour qu'on puisse secourir. Peut-être c'est aussi l'opportunité de voir pendant cette période de transition s'il y a des possibilités de parler avec les différentes parties. En tout cas, ne serait-ce qu'ouvrir les cordons humanitaires, essayer de voir que les enfants puissent aller à l'école, que vraiment nous puissions un peu améliorer les conditions de vie au-delà seulement des guerres et la prise d'armes. C'est ce que moi je peux dire. Farabougou, vous connaissez, c'est non loin de Nyono, c'est à 20 km, moins de 20 km de Dogofri. Ouais. Alors, nous ne sommes pas là dans la région de Mopti, nous sommes dans la région de Ségou, donc c'est Bamako, c'est pas loin. Comment on peut expliquer cela, à votre avis? D'abord, moi je crois qu'au jour d'aujourd'hui, ça ne devait pas arriver. Farabougou ne devait pas du tout arriver. Vous avez près de 2000 habitants qui sont assiégés, qui ne peuvent pas sortir, il paraît qu'ils n'ont pas de 3000, merci, qui n'ont pas assez à manger. Oui. L'armée a amené des vivres qui ont été déposés un peu avant le pont. En tout cas, c'est ce que dit l'association des ressortissants de Farabougou. Ça arrive d'autant plus qu'il n'y a ni État ni armée sur place, c'est ça en fait. C'est que la nature a horreur du vide, c'est ça. L'armée serait repartie à Diabali.
Très bien. C'est pas que Farabougou, et puis il y a des petits Farabougou à côté aussi. Moi, j'ai appris qu'un village à côté, que je vais pas citer, serait aussi menacé d'état de siège comme Farabougou très prochainement. Parce qu'il n'y a pas d'armée. L'armée, comme vous venez de dire, l'armée a essayé d'entrer, il y a eu le pont, ils ont reculé. Or, ils peuvent, en fait, il y a une autre route qui peut passer par, je crois, Sokolo, Nyono. Elle est plus longue, en fait. Même avec le pont abîmé, il y a une voie d'accès à Farabougou. Il ne faut pas qu'on vienne nous dire que l'armée ne peut plus aller à Farabougou, c'est pas vrai. Il y a une voie d'accès à Farabougou. Et bien en plus, l'armée a quand même des hélicoptères. Le ministre de la Réconciliation, c'est un pilote. Donc pour vous dire, aujourd'hui, ça ne devait pas arriver Farabougou. Vous avez dit, vous parlez de les hécatombes et tout, mais on n'est pas à l'abri des hécatombes, Koumba. C'est ça, malheureusement. Or, aujourd'hui, quand même, on sait que l'ancien régime est parti pour toutes ces raisons. C'est tout ce qu'on a dénoncé. Et il n'y a jamais eu un tel cas, à ma connaissance, sous l'ancien régime, quand même. Les gars, ils rentraient, ils faisaient des dégâts déplorables, très déplorables, ils ressortaient. Mais cette fois-ci, depuis le 6 octobre, ils sont là. L'armée est là, et puis il n'y a rien à faire. C'est incroyable, ça ne devait pas se passer, franchement. Est-ce qu'il faut appeler Barkhane, il faut appeler les forces étrangères? Bien sûr, moi je crois bien. Si c'est pour libérer les populations de cette souffrance, les aider, les venir en aide, il le faut, quoi. Il n'y a aucune aide à rejeter. Si notre armée ne peut pas, il n'y a aucune honte à faire appel à d'autres armées. Non. Ce qui se passe à Farabougou, c'est terrible, humainement, c'est terrible. Et c'est aussi un signe de plus, s'il en fallait un, de l'effondrement de notre État. Un État qui est complètement failli, qui est incapable d'assurer la santé, d'assurer la protection des Maliens, d'assurer la sécurité. Donc finalement, en fait, on est presque aucune localité à l'abri. Là, on est à Sokolo, on n'est pas loin de Nyono. Il y a des localités près de Bamako qui ne sont pas en sécurité. À Bamako, c'est d'autres bandits qui attaquent les gens. Donc je crois qu'il faut qu'on se ressaisisse. Et puis aussi, c'est l'occasion pour moi, pour les gens, de comprendre que ce n'est pas qu'une question de l'armée, ce n'est pas qu'une question militaire. Les gens pensent que quand la guerre, ce n'est qu'une question militaire. C'est vraiment sous-estimer la complexité de ce qui nous arrive. On a quelques milliers, enfin on a plus de 20 000 militaires étrangers qui sont chez nous. On a la quasi-totalité du pays qui est en insécurité et ça s'aggrave de jour à jour. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on se mette autour de la table, qu'on se parle sérieusement. C'est pour ça que je suis à chaque fois peiné de voir tous les tâtonnements qu'on a connus, tout le manque de transparence dans le processus, le manque de dialogue sérieux et sincère. Donc je crois qu'il faut absolument qu'on se remette en cause et qu'on arrête de faire comme si c'était que les militaires qui allaient résoudre nos problèmes, qu'une telle personnalité. Non. Il faut que les Maliens ensemble se mettent autour de la table, discuter des solutions qui vont peut-être être difficiles à mettre en œuvre parce que tous les pays qui y arrivent, même ceux qui n'ont pas la guerre, travaillent durement, c'est dire la vérité. Voilà. Donc c'est des choses qui manquent. J'espère que dans les mois à venir, on va y arriver. Voilà. On va toujours parler de sécurité, mais cette fois-ci au centre du Mali. Il y a eu une attaque vers la frontière, sur une position de l'armée malienne, vers la frontière avec le Burkina Faso. Des civils sont tombés également dans une embuscade, mais il faut le dire, l'armée a réagi à un moment, puisque officiellement, il y a eu une dizaine de terroristes tués, terroristes selon la terminologie officielle et djihadistes selon la terminologie des combattants tués. Et donc l'armée a donc des pertes de ça, et un peu partout des pertes en vie humaine, je voulais dire. La question que j'ai envie de vous poser à tout le monde, c'est, franchement, on a parlé de tous ces problèmes chaque semaine. On parle de problèmes de sécurité, de pertes, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir, honnêtement? Toi? Je crois que mon voisin l'a dit, il faut qu'on s'asseye, qu'on diagnostique réellement. Il a dit, le problème n'est pas seulement que militaire. Vous voyez ce que j'ai dit. Moi, je suis entièrement d'accord avec lui. Il faut que les Maliens se ressaisissent, il faut qu'on fasse une halte, un arrêt. Mais maintenant, il y a eu le dialogue national, la conférence d'entente nationale. Comment vous avez vu les concertations nationales, comment elles se sont passées.
il y a des gens qui sont d'accord, certains sont d'accord. Les gens ne reconnaissent même plus les documents qui sont sortis de ces concertations nationales. Certains disent que non, on n'avait pas dit civil, d'autres disent qu'on n'avait pas dit militaire. Certains disent que c'est un seul groupe qui a parlé de militaires, tous les 4 groupes. Donc c'est très mal organisé. Il faut que les gens aient le courage, on l'a dit ici plusieurs fois, et puis il y a des années qu'on dit, il faut que les gens aient le courage de crever l'abcès, de se parler les yeux dans les yeux. Le dialogue national inclusif, vous avez vu, c'était sélectif, certains sont venus, certains n'étaient pas d'accord. On n'a jamais, depuis 91, la conférence nationale de 91, on n'a jamais vu une rencontre malienne inclusive où tout le monde vient s'asseoir parler. Chaque fois, vous avez quelqu'un. Vous avez même maintenant le gouvernement, le M5, qui s'est quand même battu. On ne peut pas aujourd'hui faire la transition sans les M5, quoi qu'on dise. Qu'on n'aime pas du tout les M5, qu'on dise il y a quand même du bon dans les M5. C'est vrai, il y a à prendre et à laisser, c'est vrai. Mais il y a quand même du bon dans les M5. Et puis on ne peut pas mener une transition, dérouler une transition, je suis désolé. Ça, les M5, c'est pas possible. C'est difficile. Koumba, oui, vous allez vous exprimer. Je vais vous donner la parole. La question va être plus directe avec vous. À votre avis, quel est le médicament qu'il faut pour arrêter toutes ces attaques? Moi, je ne sais pas s'il y a un seul médicament miracle. Moi, je dirais peut-être qu'il y a une prophylaxie de plusieurs médicaments qu'on devrait peut-être suivre. La première pour moi, c'est que ce conflit il se passe au Mali, mais ce n'est pas un conflit malien. Le terrorisme, tout le monde sait, tout même les grands États du monde sont en train de se battre contre le terrorisme. Moi, je dirais qu'il faut accepter là où on est faible. Comme vous l'avez si bien dit, il y a des forces étrangères chez nous. Elles peuvent venir en allier. On peut même sous-traiter la guerre comme ça se sous-traite autre part. Donc, je veux bien aussi qu'on voit avec les armées privées, si on a les moyens, si on n'a pas les moyens, qu'on voit avec nos partenaires qui sera prêt à payer contre. Vraiment, parce que je vois dans certains pays, ils ont des alliés, en l'occurrence la Syrie, qui travaillent étroitement avec l'Union soviétique. Et pendant combien de temps maintenant la Syrie est en train de se débattre? Donc, nous devons aussi être stratèges par rapport à nos alliances militaires. Mais bien sûr, il faudrait aussi, parallèlement, travailler sur cette cohésion, travailler sur vraiment cette analyse profonde pour que les relations civilo-militaires qui peuvent venir assainir un peu les relations entre les communautés, même civilo-civiles, qui peuvent aussi jouer leur partition, en même temps travailler pour renforcer notre armée, travailler pour assainir notre armée, travailler par rapport même à l'éveil et l'amour patriotique chez la jeunesse, et travailler aussi par rapport aux perspectives pour tous ces jeunes que nous continuons à avoir. Nous avons plein d'enfants et il n'y a aucune perspective pour eux. Donc, il va de soi que si, pour avoir à manger, pour se sécuriser, on est obligé de pactiser avec le diable, on va pactiser avec le diable s'il n'y a personne pour nous secourir. Donc, pour moi, il n'y a pas de médicament miracle, mais plutôt plusieurs solutions que nous devons tenter. Merci beaucoup, Koumba Ba, chroniqueuse notamment à Radio Liberté. On va passer au dernier sous-thème, qui est une information africable, le retour annoncé de IBK. J'aimerais vous entendre sur cette question. En termes de précision, est-ce que vous voyez un médicament pour régler notre problème sécuritaire? Je crois qu'il y a un médicament, c'est que nous comprenions que la solution à nos problèmes, ça ne va pas venir de Barkhane, ça ne va pas venir de la MINUSMA, ça ne va pas venir de la Russie, ça ne va pas venir de la Turquie, ça va d'abord venir du Mali et des Maliens. Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on comprenne. Un État failli, comme le Mali, ne peut pas gagner une guerre aussi compliquée. C'est impossible. Donc, il faut absolument qu'on comprenne que le tout militaire, dont on n'a même pas les moyens, ne va pas fonctionner. Il faut qu'on s'attaque aussi aux causes. L'État qui est à Bamako, l'État qui est à Ségou, l'État qui est à Kaya, c'est un État qui n'est pas du côté de la population. Les gens qui sont aujourd'hui avec les terroristes, parce qu'ils n'ont pas trouvé, c'est des gens qui n'ont rien à perdre. Et le système malien actuel ne fait que construire des gens qui n'ont rien à perdre. Donc cet aspect-là doit être intégré dans notre système de lutte contre le terrorisme. Que l'État soit à partout où il est, qu'il soit plutôt du côté des Maliens, des citoyens. Et là, ça va déjà nous permettre de conserver les localités dont on a le contrôle. Et ensuite, il faut qu'on assainisse l'État, nos maigres ressources, qu'on les utilise pour le système de santé, pour l'éducation, parce qu'il y a aussi une question d'éducation. Il y a des gens qui vont les suivre parce qu'ils pensent parce qu'ils ont le nom d'Allah sur la langue, sinon, comment on peut faire la guerre au pays de Tombouctou, de Djenné, au pays de Sékou Amadou, de Massina? C'est pas possible. Donc je crois qu'il y a aussi l'obscurantisme qui peut gagner du terrain dans un pays où il n'y a pas d'éducation depuis 30 ans. Donc
le médicament n'est pas simple, mais je pense qu'avec de la méthode, avec de la discipline et du sérieux, je pense qu'on peut avoir de l'espoir. Mais en étant dans le tâtonnement actuel et les faux semblants, ça va être compliqué. Dernier sujet, ça va être rapide malheureusement, c'est une information africaine. L'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta s'apprête à revenir au Mali. Là, on le voit dans un avion, mais c'est pas son retour. C'était probablement, là aussi, ce sont des images d'archives. On veut être honnête et le préciser. À l'époque, il était président de la République. Sa petite barbichette blanche également. C'était les derniers mois. Il avait un brosseur, voilà. Donc, il vient cette semaine qui va commencer d'après nos informations. Il arrive. Il sera à bord d'un avion spécial, il retourne. Le retour d'Ibeka, est-ce qu'on peut dire un Keïta ne fuit pas combat? Un Keïta ne fuit pas. J'espère qu'un Malien tout court ne fuit pas. Quand même, on dit qu'à quelque chose, malheur est bon. C'est notre 4e coup de force. Je pense qu'on a aussi des leçons qu'on a dû apprendre. C'est tous nos présidents qui ont été déchus tôt ou tard, on s'est réconciliés. Ils sont revenus en famille. Et c'est ce qui nous caractérise. On n'est pas d'accord, mais quand même, on est tous d'accord que le Mali nous appartient tous et toutes et qu'il y a de la place pour tout le monde et on s'est pardonné. Donc moi, je me réjouis que le président Ibrahim Boubacar Keïta revienne et n'oublions pas aussi qu'il est parti avec la garantie, si je peux m'exprimer ainsi, de la CEDEAO. Donc c'est aussi à l'honneur de la CEDEAO qu'il revienne parce qu'elle avait pris cet engagement. Donc, si je n'ai plus la parole, quand même, je voudrais aussi souhaiter à tous nos candidats et candidates au bac, parce qu'à lundi, demain, nous allons continuer avec notre année scolaire 2019-2020, malheureusement, et les épreuves de baccalauréat malien vont commencer. Donc, bonne chance à tous les candidats et candidates. On ne va pas vous envoyer une facture. Je suis une maman. Voilà, exactement. Maintenant, en principe, disons les choses, en principe, Ibeka revient, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et c'est aussi, bon, pour le Malien lambda, je me dis peut-être que ça peut être une bonne chose, comme elle vient de le dire, pour ceux qui réfléchissent comme ma chère Koumba. Mais je crois que ça va compliquer la tâche pour les nouvelles autorités, en réalité. C'est ça le problème, parce que qu'est-ce qu'on n'a pas reproché à Ibeka? Et s'il vient éviter qu'il vienne déjà vivre au Mali, peut-être qu'on va le garder en résidence surveillée éventuellement. Mais les gens aujourd'hui vont s'attendre à ce qu'il passe devant un juge, qu'il soit jugé. Moi, je ne vois pas Ibeka jugé maintenant. C'est ça le problème. S'il reste tranquillement, on va dire que bon, pour quelle raison on l'a débarqué alors? Parce que les gens commencent déjà à dire que le coup d'État et tout ce changement de régime était un changement de régime arrangé. Parce qu'on ne voit personne qui est en train de payer pour tout ce qu'on a reproché au régime de fin. 1230 milliards de lois d'orientation, il y a ça, il y a ici, il y a ça, il y a ça, il y a les 23 morts. Mais comme si de rien n'était, chacun va à ses occupations. C'est peut-être juste Ibeka et quelques gens qui sont partis, mais c'est le même système qui est là. Donc je crois que ça va leur compliquer la tâche. Nous, au retour d'Ibeka, la bonne nouvelle d'abord, c'est que s'il revient, c'est qu'il se porte mieux. Ça, on a oublié de le dire tout à l'heure. Et son retour, vous pensez par exemple que c'est un homme qui va refaire de la politique s'il revient? Parce qu'il n'est pas poursuivi. Il n'est pas poursuivi. Est-ce qu'il peut être candidat à députation à la mairie? Pourquoi pas? Je ne sais pas. Mais si, parce que l'ancien président le béninois, Nicéphore Soulo, il est devenu maire de Cotonou. Est-ce qu'il a sa place encore dans le marigot politique? Ou bien ce sera un patriarche qu'on va aller voir à Sébenikoro pour avoir des conseils, pour recevoir des conseils? Dites-moi. Rien n'est impossible dans le Mali. On a cette capacité incroyable de créer des choses. Donc, c'est une bonne chose déjà qu'il revienne. C'est un ancien président malien, c'est aussi un justiciable malien. Je crois que beaucoup de crimes ont été commis sous son régime. Donc, je crois qu'il doit être là pour répondre de sa partie des responsabilités. À la fin, ce sera la justice de décider de son sort. Mais dans tous les cas, les Maliens lambda, le Malien de la rue, je dirais, ne peut pas fuir la justice du Mali. Donc je pense que Ibeka aussi ne doit pas pouvoir fuir la justice de son pays. Donc c'est bien qu'il revienne. Est-ce qu'il fera de la politique? On verra. Et vous voyez, je suis revenu vers vous parce que là, vous avez été imprudente en disant qu'on ne vous donnait pas la parole. On est gentil. Je ne sais pas, on ne sait jamais avec Serge. Voilà. Donc, est-ce que vous pensez, est-ce qu'il peut refaire de la politique s'il revient? Serge, moi j'espère qu'Ibeka ne va plus jamais faire de la politique. Vraiment, on n'est pas à court de population. C'est un conseil que vous lui donnez? Oui, et je pense même qu'il aurait dit avant de partir que pour lui c'est fini et même demander, ou en tout cas conseiller la junte
de ne pas trop s'approcher de ses camarades à lui à l'époque, parce qu'il il et elle se font vieux et vieilles, donc donner plus de chance au sang nouveau. Donc j'espère que Ibeka aura quand même l'humilité, parce que jusque-là, il a été suffisamment respecté, mais s'il décide de revenir, alors il risque d'entendre ce qu'il ne doit pas entendre de son vivant. Et je ne le souhaite pas. Alors donc il faut souhaiter un bon retour à Ibeka, si ça se confirme. Un bon voyage aussi à Soumaïla Cissé. Il devait faire un petit tour, d'après mes informations. Voilà, c'est fait. Alexis n'est pas venu. Okay. Il avait une panne sèche d'essence. Oh, ça c'est pas Alexis qu'on connaît. On va gérer ça. Nous, ça va? Aux affaires? Ça va, Alors, vous êtes entrepreneur, on en parle peu. Oui. Ça va? Oui, ça va, ça va. La une de ton journal, on peut terminer là-dessus. Mais je crois qu'on va continuer à parler un peu de gouvernement, de la situation actuelle, et puis surtout de la suite de la libération des otages. C'est aujourd'hui l'actualité. Bon, maintenant, avec le retour d'Ibeka, la semaine prochaine, on va parler beaucoup de ça également. En principe, il arrive. Inch'Allah. Et vous voulez ajouter quelque chose? Bon, la semaine prochaine, moi, je parlerai de Octobre Rose. Comme on le sait, c'est le mois quand même de sensibilisation pour le cancer, spécifiquement le cancer du sein. Voilà. Donc, j'appelle les hommes à être beaucoup plus solidaires. C'est une véritable maladie, même si elle attrape les hommes infiniment. Très, très minoritairement, mais quand même, c'est une maladie qui affecte toute la famille. Donc, d'être beaucoup plus solidaire et d'encourager leur épouse à se faire dépister. Merci beaucoup. Merci. C'était triste, une journée triste un peu pour moi aujourd'hui, à cause de la mort de Ben Daouda Toutes nos condoléances. C'est un grand monsieur. À sa famille, la presse guinéenne, à nos confrères guinéens, nos condoléances. Je voulais remercier, elle était chef d'édition aujourd'hui, on la remercie pas souvent, ce qui n'est pas normal, Kadiatou Keita. Oui, elle est superbe. Elle est superbe, voilà. Et je vous remercie d'être venu. Merci pour l'invitation. Vraiment l'invitation. gentil. Et puis à nos amis, Shabai, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci à toi.